Alexandre Wiesig, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur socialiste de l'Oise et Xavier Iacovelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur Renaissance des Hauts-de-Seine. Je vous le disais hier, ça a été la réélection de Yaël Braun-Pivet à la présidence de l'Assemblée nationale. Mais l'organisation de l'Assemblée continue aujourd'hui avec l'élection des vice-présidents et du bureau de l'Assemblée nationale. Demain, ce sera le moment d'élire les présidents et présidentes de commission. Et justement, on retrouve Thomas Bonnet et Laurent Sélarié qui se trouvent à l'Assemblée nationale où la séance vient de débuter. On a vécu une journée déjà hier, Thomas, sous haute tension entre tractation et suspense. On imagine que la journée qu'on va vivre aujourd'hui est un peu du même acabit. Oui, absolument. Les tractations se poursuivent avec un niveau de tension qui est quand même redescendu d'un cran par rapport à hier. D'abord, une image qui est arrivée il y a quelques instants, c'était la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui est arrivée entourée par la garde républicaine, comme le veut l'usage. On a vu un visage très grave de la part de Yaël Braun-Pivet, qui a donc été réélue à ce poste de présidente de l'Assemblée nationale. Et puis donc, la séance a été ouverte à 15h très précisément. Tirage au sort de ceux qui vont former le secrétariat de l'Assemblée nationale pour cette première séance. Et puis il va y avoir les votes avec les différents candidats qui ont été désignés par les différents groupes politiques. Et là encore, ça a été le fruit de tractations, de discussions au sein des différents groupes qui composent l'Assemblée nationale. Par exemple, pour le groupe Ensemble pour la République, c'est Roland Lescure qui a été désigné pour être candidat à un poste de vice-président. Mais dans tous les groupes politiques, il y a eu des discussions tout au long de la matinée jusqu'à quelques minutes avant le début de cette séance publique pour trouver des noms qui fassent consensus. On va donc désormais procéder au vote. Le mode de scrutin est exactement le même qu'hier, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 3 tours. Au 3e tour, c'est une majorité relative qui est nécessaire pour l'emporter. Élection donc de 6 vice-présidents, de 12 secrétaires et de 3 questeurs, ce qui fait au total 21 postes à pourvoir pour cette Assemblée nationale. Assemblée nationale donc composée, et c'est désormais officiel, de 11 groupes politiques. C'est un record sous la 5e République. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que parmi ces 11 groupes politiques, 8 se sont déclarés dans l'opposition. Finalement, les 3 seuls qui se sont déclarés dans la majorité, ce sont les groupes du camp présidentiel. Ensemble pour la République, Horizon et le MoDem. Le reste, ils se déclarent dans l'opposition. Par exemple, la France Insoumise, pour justifier ce choix, dit que tant que le président de la République n'aura pas choisi un Premier ministre issu des rangs du nouveau Front populaire, alors il se déclare dans l'opposition. Voilà qui commence à dessiner l'architecture de cette Assemblée nationale avec des groupes politiques très éclatés. Et c'est vrai qu'on a vu hier une journée avec relativement tendue à certains égards, notamment lorsque les élus de gauche ont refusé de serrer la main des scrutateurs issus du Rassemblement national. Il y a eu aussi des prises de parole qui nous laissent penser qu'on va repartir sur une Assemblée nationale un peu du même acabit que la législature précédente, c'est-à-dire avec de la France Insoumise notamment, qui va conflictualiser en permanence les débats au sein de cet hémicycle. En tout cas, la structuration complète de l'Assemblée nationale, c'est la formule qui avait été employée par le président de la République avant de désigner un Premier ministre et de former un gouvernement. Cette structuration, elle est en train de se dessiner petit à petit. Hier, la présidente de l'Assemblée nationale et désormais les vice-présidents ainsi que le bureau. Merci beaucoup Thomas Bonnet, merci à Laurent Sélarié qui vous accompagne. Évidemment, si vous avez des députés à votre micro, n'hésitez pas pour savoir ce qui se passe justement du côté de l'Assemblée nationale. Xavier Iacovelli, il y a une bonne nouvelle dans le duplex de Thomas Bonnet, c'est que donc vous avez la majorité à l'Assemblée nationale. En tout cas, c'est vous qui vous en réclamez aujourd'hui. Le nouveau Front populaire, visiblement, a abandonné l'idée. Non, moi je ne parle pas au nom du Front populaire, mais on n'a pas revendiqué la majorité. Il y a eu un scrutin, les Français ont décidé. Il y a aujourd'hui pas de majorité. Personne n'a gagné et personne n'a perdu en fait dans cette élection. Celui qui a peut-être gagné, c'est le Parlement en lui-même, parce qu'en fin de compte, le futur exécutif, quel que soit l'exécutif, ne pourra pas faire sans une négociation avec les parlementaires, avec des coalitions, quelle que soit la coalition. En fait, on voit que c'est le Parlement qui a repris toute sa place et c'est plutôt positif. Moi, en tout cas, en tant que parlementaire, je suis plutôt satisfait que les parlementaires puissent reprendre le pouvoir. C'est les représentants du peuple directement et donc je pense que c'est plutôt positif pour notre démocratie. Après, il n'y a pas de majorité dans ce Parlement et c'est d'ailleurs le propre de ce que ont voulu les Français. Donc, il va falloir qu'on puisse travailler projet par projet pour trouver des majorités sur les différents textes. C'est ce que les LR ont décidé de faire avec le camp présidentiel. C'est ce que la gauche a refusé de faire avec nous.
Mathieu Vallet, dans ce qui va jouer aussi à partir d'aujourd'hui et demain, c'est la présence ou non, ou la facilitation ou non du Rassemblement national à un certain nombre de postes. Parce que on l'a vu, par exemple, au sein de Ensemble pour la République, ils ne veulent ni LFI, ni Rassemblement national au poste à responsabilité. J'imagine évidemment que vous déplorez cette situation, mais est-ce que vous pensez qu'ils iront au bout? Parce qu'en 2022, déjà, on avait eu la petite musique de « il ne faut pas donner de poste au RN ». On voit mal comment en 2022, vous auriez pu avoir des postes en ayant moitié moins de députés et plus aujourd'hui. Oui, écoutez, nous aujourd'hui on a 142 députés avec nos alliés d'Éric Ciotti, 126 si on compte notre groupe qui est le premier groupe politique des 11 groupes que vous avez évoqués sur votre antenne. Et donc en toute conséquence de cause, on réclame, puisqu'on parle actuellement d'élections, on réclame 2 vice-présidences, 2 secrétaires et un questeur, qui est la logique des choses liées au nombre de voix qu'on représente et liée à cette augmentation de députés qu'on a. Rappelle à nos téléspectateurs pour qu'ils comprennent qu'en fonction du nombre de députés, vous avez un certain nombre de points et que chaque poste signifie un certain nombre de points et qu'après vous les dispatchez comme vous le souhaitez, en restant dans votre proportion, évidemment. Merci pour l'explication, j'essaye d'être clair aussi. Et il y a 2 ans, on avait 2 vice-présidents, on avait Hélène Laporte et Sébastien Chenu. Sébastien Chenu qui a été un brillant candidat hier, c'est quelqu'un de consensuel, c'est quelqu'un d'évidemment légitime, qui a été cherché avec les dents sa circonscription dans le Nord, celle de Denain, et qui vient de l'UMP, et donc c'est quelqu'un qui connaît aussi les partis, et dont j'estime qu'il aurait fait un bon président de l'Assemblée nationale. Donc je le félicite pour le score qu'il a fait honorable de celui qu'il a eu hier à l'Assemblée nationale. Et donc aujourd'hui, effectivement, on espère avoir au moins 2 vice-présidents, ce qui était le cas jusqu'en 2024 sur la précédente mandature, et aussi on l'avait pas, 2 secrétaires et un questeur, parce que c'est évidemment la conséquence logique des points et des voix qu'on représente aujourd'hui à l'Assemblée nationale, et ça sera un déni de démocratie de ne pas les avoir. Moi je reviens au Parlement européen, il y a eu une sorte de cordon sanitaire qui a été mis en place, que je trouve complètement anomalie, et une anomalie de démocratie complètement anachronique. Il faut qu'aujourd'hui les électeurs français soient représentés dans cet hémicycle, ce qui n'a pas été le cas à Bruxelles, à Strasbourg, et j'espère que ce sera le cas à Paris, parce que c'est important que la démocratie soit respectée jusqu'à le premier parti que nous représentons aujourd'hui, l'opposition. Nous, il n'y a pas eu de tergiversation, hein. C'est pas on est dans l'opposition si on a un gouvernement, c'est pas on fait des alliances avec la Macronie pour sauver nos sièges. On est droit dans nos convictions, droit dans nos idées, droit dans ce qu'on réclame et légitime à le faire par rapport au nombre de voix qu'on représente et les Françaises et les Français qui ont le droit d'avoir une représentation à l'Assemblée nationale. Alexandre Wizy, vous qui êtes aussi sénateur comme Xavier Iacovelli, quelle image ça donne, ce qu'on a vu hier à l'Assemblée? C'est entre les tractations, on veut bien se désister, on veut bien récupérer des voix du nouveau Front populaire ou du Rassemblement national parfois, mais on n'en veut plus à l'Assemblée. Entre ceux qui ne veulent pas se serrer la main entre eux, est-ce que c'est pas un peu désolant? On a un peu moins ça, il faut quand même le reconnaître. Au Sénat, ça se passe de manière un peu plus tranquille et civilisée en général. Non, mais moi je pense que ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est que la logique de l'élection n'a pas pu aller à son terme en fait hier. C'est-à-dire que vous avez dans cette élection un premier, un deuxième, un troisième. Il y a une majorité relative. En fait, il y a un premier, comme en 2022, il y avait un premier. Et le président de la République, en 2022, il n'a pas hésité à appeler un macroniste à Matignon. Et je pense que s'il avait gagné d'une voix d'un parlementaire les élections législatives, il ne se serait pas posé beaucoup plus de questions et il aurait appelé un macroniste à Matignon. Donc ce que nous avons vu hier, ce sont 2 groupes. D'un côté, les macronistes qui ont été élus dans le cadre d'un front républicain qui était de dire nous faisons barrage à l'extrême droite. Avec de nombreux désistements qui ont rendu possible leur victoire. Tout à fait. Et et de l'autre côté, des LR qui étaient dans un nini. C'est-à-dire que moi, j'étais en plateau avec des LR qui m'expliquaient qu'ils avaient un problème seulement de méthode avec Éric Ciotti, des LR qui sont toujours chez les LR. Et donc, en fait, si vous voulez, ils ont fait quelque chose qui trahit ce que les électeurs leur ont demandé. En fait, ils ont été élus avec des centaines de milliers, des millions de voix de gauche. Et d'ailleurs, vous vous souvenez des projections, ils étaient censés revenir à 60, ils sont revenus à plus de 150, 180, je sais plus le nombre exact. Vous vous rendez compte de ça? Donc en fait, ce qui s'est passé hier, et d'ailleurs ce qui va se passer aujourd'hui est la suite de ça. Vous allez voir le dévoilement total de l'accord. Vous verrez bien que les LR ne seront pas à leur niveau de la proportionnelle. On va regarder les députés et les questeurs. Moi, j'ai quelques idées sur ce qui va se passer. C'est le but, d'accord. D'avoir mieux que ce qu'on aurait eu sans. Ils vont aller très très loin dans l'accord qu'ils sont en train de faire. Donc, je crois que la logique du scrutin, avant tout, n'a pas été respectée. Enfin, on a quand même vu avec ce qui s'est passé hier avec l'élection de Yael Braun-Pivet qu'il est vrai, il y a une majorité relative plus importante que celle du nouveau Front populaire qui va de Renaissance avec les alliés Modem, Horizon, LR, Divers droite et une partie de Lyotte. Et donc là, on a une potentielle majorité relative pour gouverner si le RN, et on a entendu Marine Le Pen cette semaine qui ouvrait la porte à cela, ne vote pas la censure. Parce que vous oubliez quand même quelque chose dans votre développement. Demain, vous allez à Matignon, vous appliquez le programme du nouveau Front populaire, rien que le programme du nouveau Front populaire, sans vouloir faire un seul compromis. Vous n'êtes pas d'accord. Je reconnais que c'est pas ce que nous disons. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Chez les socialistes, je peux vous dire exactement ce que nous voulons faire, la manière dont nous voulons faire. Alors les écologistes et la France insoumise, ils sont pas prêts à faire de compromis. Juste pour l'explication. Oui. Nous, notre théorisation, elle est simple, c'est de dire
le nouveau Front populaire est arrivé premier. Il va donc au gouvernement. Et il tient 48 heures. Laissez-moi aller au bout, s'il vous plaît. Mais il y a une assemblée de Front républicain, donc évidemment que nous partons de notre projet. Nous essayons d'en faire le maximum, d'aller au bout. C'est pas ce que dit la France Insoumise et c'est pas ce que disent les écologistes. C'est ce que dit. Moi, j'entends des écologistes qui disent qu'ils veulent gouverner, des insoumis qui disent qu'ils veulent gouverner. Ah oui, en faisant des compromis. Aucun problème avec ça. En faisant des compromis. Ils le disent. En faisant des compromis. Mais des compromis. Un insoumis qui veut faire un compromis sur le programme du nouveau Front populaire. C'est pas un compromis. C'est-à-dire, ils ont bien conscience. Personne n'est aveugle. Tout le monde a bien vu qu'on n'avait pas 289 députés. On n'a pas l'impression depuis 10 jours. L'idée, c'est de l'appliquer le plus loin possible. C'est la même idée chez tout le monde, si vous voulez. Voilà, point. S'il y a un gouvernement. Si vous voulez essayer de chercher de la division entre nous, vous voyez bien que hier, j'ai pas besoin de chercher. Elle s'est de tout le monde. Il n'y a pas besoin de chercher. Vous avez l'impression qu'on n'a pas fait bloc hier? Ça n'a pas fait bloc derrière vous avez un nom pour Matignon? Vous avez un nom pour Matignon? Attendez, on a un nom pour Matignon, mais dites-le nous parce qu'on n'est pas au courant. On croyait qu'il y avait des divisions sur le mode de scrutin pour y arriver. La question, c'est en effet quelle procédure pour arbitrer les choses. Ça fait plus de 10 jours. Ça fait plus de 10 jours. Vous n'êtes même pas d'accord sur la manière de sélectionner la personne pour Matignon. Vous êtes au courant que dans les républiques parlementaires, on est drogué à la 5e République, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Moi, il y a deux choses qui m'étonnent. La première, c'est la première intervention de dire les Français ont voulu. Je pense pas que les Français ont voulu cette situation. Il y a eu un vote, c'est pas une volonté des Français d'être dans une situation très très compliquée. Ce que les Français ont sans doute voulu, c'est éviter le chaos. Et on est quand même pas au chaos, mais on voit que c'est très difficile. La volonté des Français, c'était sans doute ce qu'a dit Gabriel Attal, apaiser et rassembler. Et je pense que pour apaiser et rassembler, il faut faire toute leur place à tous ceux qui pèsent au sein de l'Assemblée nationale, on le verra. Est-ce que le RN, légitimement, puisque c'est un bloc important, a des postes au bureau ou pas? Ça sera vraiment, ça signifiera apaiser. Je termine. Et l'autre point, j'entends dire les LR auraient trahi leurs électeurs de gauche avec. Mais alors dans ces cas-là, d'accord. Mais quand vous nous dites que le programme et tout le programme sera pas appliqué. Mais vous avez entendu ce que je vous ai dit, en fait. Vous pouvez pas faire une réponse comme si j'avais pas parlé il y a une seconde, expliquant les choses. Je n'ai pas terminé. Je vous en prie. Ouais. D'accord? Quand il nous est dit. Il nous est dit, donc c'est plus moi. Ok. Quand il nous est dit que tout le programme ne sera pas appliqué, est-ce que c'est pas une trahison des électeurs d'extrême gauche qu'on fait élire des gens qui nous disent, mais si on a la majorité, le gouvernement, on n'appliquera pas ce programme? C'est exactement le même raisonnement. Si, quand vous dites les LR ont trahi les électeurs de gauche qui ont voté pour eux, moi je dis, quand le PS dit mais on n'appliquera pas tout le programme. C'est pas ce qu'on dit. Vous parlez pas de la même chose. Exactement. C'est la trahison des électeurs de gauche. On n'est pas en train de dire ça. On est en train de dire qu'on va essayer d'appliquer le programme jusqu'au bout, c'est-à-dire tout ce qu'on peut le faire. Si on était en majorité absolue, on appliquerait le programme sans difficulté. Mais tout le monde veut appliquer tout le programme. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire dans cette chambre? C'est-à-dire vous désarmez la police. Oui, mais au sein du nouveau Front populaire, il y a quand même arrêtez de dire n'importe quoi. Il n'y a pas écrit ça aujourd'hui dans le programme du nouveau Front populaire. Donc arrêtez de dire n'importe quoi parce que c'est des slogans. Le LBD. Vous voulez interdire le LBD qu'on entend très souvent sur ces plateaux. Mais notre sujet, c'est pas celui-là. C'est des slogans utilisés surtout à la France Insoumise. Notre sujet. Quelle blague. On va sur le sujet. Oui, notre sujet, c'est donc de dire. Enfin, franchement, je pense que c'est clair pour tout le monde. Nous sommes arrivés premiers, nous allons au gouvernement et nous tenons compte du fait qu'il y a une assemblée qui est une assemblée de Front républicain. Voilà. Donc ça veut dire qu'on part de notre projet et on essaye d'aller le plus loin possible pour réussir à le mettre en œuvre. C'est assez simple et assez clair. Le Front républicain n'est pas le même pour tout le monde. Certains vont exclure le RN et la France Insoumise. Ah bah non, certains excluent et RN et France Insoumise, certains excluent le RN et certains excluent quasiment le NFP. Demandez à mon collègue de gauche, mais il y a 15 jours, les choses étaient claires sur le fait qu'il fallait éviter le Rassemblement national. Maintenant, les choses sont un peu moins claires. Avant l'élection, je vous l'accorde. Xavier Iacovelli, sénateur Renaissance et Hauts-de-Seine. Vous avez raison et je pense que ce qui a été clair depuis le début, en tout cas pour Gabriel Attal et une grande partie de la majorité, enfin du camp présidentiel, c'était de faire en sorte que le Rassemblement national n'arrive pas aux responsabilités le dimanche 7 juillet. Donc il y a eu ce front républicain, il y a eu des désistements d'un grand nombre de candidats Renaissance et du camp présidentiel au profit de la gauche, y compris au profit de LFistes, sans appeler à voter LFI. Parce qu'il y avait cette différence entre... Et c'est peut-être problématique pour nous. Elle est bonne celle-là. Non mais essayez pas de. Vous savez très bien mes opinions. Moi j'ai toujours dit que je ne voterai jamais pour un LFiste. Quand il y a un désistement en faveur de la France Insoumise, c'est pour qu'il gagne, pas pour qu'il perde. Donc on a fait des désistements pour le nouveau Front populaire, y compris pour en appelant à voter pour les socialistes et les écologistes, en refusant d'appeler à voter pour les LFistes. Ah, vous avez loupé juste une intervention de Gabriel Attal sur France Inter à l'entre-deux tours qui dit, y compris, il faut mettre un bulletin LFI dans l'urne pour faire barrage au RN. Les LFistes étaient impossible, pour eux c'était impossible de prendre
le pouvoir seul. Donc c'est aussi pour ça. Mais donc il y a eu un appel à voter pour la France insoumise. Ne dites pas qu'il n'y a pas eu d'appel à voter pour la France insoumise. C'était quelque chose. Laurent Geoffrin ce matin avait fait un tweet en disant la gauche a refusé d'élargir sa coalition, les autres l'ont fait, ils ont gagné. En fait, c'est ça la réalité. C'est que vous avez refusé, et je ne parle pas des socialistes parce que les socialistes sont pour le coup plus modérés sur cette question-là. Mais à partir du moment où à 20h01 Jean-Luc Mélenchon prend la parole pour dire on appliquera notre programme, voilà. Rien que le programme, alors qu'il y a moins de 180 députés du Nouveau Front Populaire. Absolument. Eh bien là, ça enferme la coalition du Nouveau Front Populaire dans une radicalité dominé par la France insoumise, et on a vu dans les résultats, c'est aujourd'hui le premier groupe de cette coalition de gauche. Ça enferme aujourd'hui les autres partenaires écologistes et socialistes dans cette radicalité portée par Jean-Luc Mélenchon. Et nous, on n'arrête pas, et moi, avant même le second tour, j'arrête pas de dire il faut effectivement qu'il y ait une coalition plus large, un arc républicain plus large, qui aille de la droite républicaine à la gauche social-démocrate, parce que moi, je pense qu'effectivement, c'est la seule solution. On ne peut pas aujourd'hui, dans un tripartisme de notre Parlement, se dire seul, on va faire sur notre programme. La réalité, c'est que les Français, et je maintiens, les Français ont décidé en 2022 et en 2024 de ne pas donner une majorité absolue à un camp en particulier. Et donc, on est obligé. C'est pas dans notre culture, en tout cas pas dans la culture de la Ve République. Nous sommes obligés de nous parler et de faire en sorte de voir des compromis. Et les compromis, c'est pas la compromission, c'est faire en sorte de faire un pas vers l'autre. Moi, je suis un social-démocrate. J'ai l'impression que c'est aussi dans notre ADN de voir des compromis et de faire en sorte que on avance pour l'intérêt des Français. C'est ce qu'on fait au Sénat. Au Sénat, pourtant, qui est dominé par la droite. On arrive. Il y a des oppositions franches au Sénat. Il y a des oppositions. Non, mais il y a des oppositions franches. Mais on arrive malgré tout sur un certain nombre de textes. On arrive sur un certain nombre de textes à trouver des accords, à trouver des compromis. Je voudrais, Gauthier, qu'on revienne aussi sur ce début de deal, en tout cas pour l'instant pour les postes à responsabilité, entre Ensemble pour la République et l'ancienne majorité et les Républicains. On voit déjà un début d'accord, au moins pour l'instant, sur les postes. Oui, et même au-delà des postes, le pacte législatif de Laurent Wauquiez a été bien reçu par plusieurs cadres de Renaissance, notamment par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Et le grand enseignement d'hier avec l'élection de Yaël Braun-Pivet, sa reconduite au perchoir, c'est qu'il y a un bloc qui peut exister et qui est plus important que celui, encore une fois, du nouveau Front Populaire réunissant les Républicains, Renaissance, Modem, Horizon, une partie de Lyotte et des divers droites. Et si le RN ne vote pas la censure de cette partie-là de l'hémicycle, il y a potentiellement un gouvernement, je sais que Laurent Wauquiez est frileux sur cette question, mais qui peut émaner de ce bloc. Xavier Bertrand a déjà envoyé son CV pour Matignon. David Lisnard, beaucoup plus nuancé que Laurent Wauquiez. Olivier Marleix, le jour où il annonce dans les colonnes du Figaro qu'il laisse sa place de président de groupe à Laurent Wauquiez, il dit aussi qu'il faut des ministres LR. Bruno Retailleau dit qu'il faut un ministre qui soit extérieur à l'Assemblée. Il dit pas extérieur au Sénat, d'ailleurs. Peut-être un Premier ministre, sénateur LR aujourd'hui. Donc là, il y a potentiellement un bloc qui peut gouverner de manière évidemment très précaire, avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais ce qui est sûr, c'est que si le NFP va à Matignon avec la France insoumise dans des ministères et les écologistes, l'épée de Damoclès, elle tombe tout de suite, ça s'appelle la censure, et elle sera votée aussitôt par Renaissance, les LR évidemment, et le Rassemblement national. Donc le NFP, pour aller se faire plaisir, peut aller à Matignon et peut former un gouvernement, rien que du NFP, mais vous tiendrez 48 heures et vous serez censuré aussitôt. Voilà, c'est tout. Mathieu Vallet, je voyais réagir parce que c'est vrai que là, il y a des deals qui sont en train de se jouer, mais on se dit, où est le Rassemblement national? Un peu, vous êtes discret, vous attendez que ça se passe, vous avez pas... On se croira à Barbès où chacun fait du troc et négocie sa place et puis son positionnement dans un gouvernement. Moi, je fais pas du troc en fait. Nous, on est droit dans nos chaussures, dans nos convictions et dans nos idées. Monsieur Iacovelli, bah écoutez, des fois vous m'aimez être seul que mal accompagné. Moi, ça me ferait vraiment mal. Ça me ferait vraiment mal de devoir m'associer à des France Insoumises pour pouvoir gagner un siège. Vous avez eu le soutien de la France Insoumise pour faire élire Mme Borne. Monsieur Darmanin a eu également les voix de la France Insoumise à Roubaix. Bah oui, mais enfin moi me faire soutenir par des anti-juifs, des anti-flics, des anti-France, je préfère être seul que mal accompagné par ces gens-là. Et donc simplement, écoutez, monsieur Darmanin, il a fait assez de joutes verbales à l'Assemblée nationale avec ses adversaires à la France insoumise pour qu'après ça devienne ses meilleures années pour se faire élire à Tourcoing. Quand on a été 10 ans député de la 10e circonscription du Nord et que on a Bastien Verbruch, le candidat national, qui a 1,5 point derrière vous, il y a un sujet. Il l'a bien senti puisqu'il a fait 3 semaines délocaliser Beauvau à Tourcoing dans sa circonscription. Donc moi, ce que
je veux dire, c'est que nous, on est droit dans nos chaussures et qu'on ne troque pas nos idées pour des sièges électoraux. On a présenté un programme de cohabitation, ça va très vite, vous voyez, il n'y a pas un tel qui pense A, un tel qui pense B, et puis les socialistes qui sont pas d'accord avec les fils, et puis les macronistes qui sont d'accord pour avoir les sièges mais pas avoir les postes représentatifs à l'Assemblée. Donc nous, Marine Le Pen a été très claire, on demande uniquement ce que les Françaises et les Français ont décidé le 7 juillet au soir. On est le parti qui avons rassemblé le plus de voix, presque 11 millions de voix avec nos alliés d'Éric Ciotti. La France Insoumise, c'est 7 millions, et c'est un peu moins de 6 millions pour les macronistes. Donc nous, on dit, moi ça fait récemment que je suis arrivé en politique, je suis juste effaré, j'en termine là, qu'en fait, on a des gens qui sont élus, et moi j'ai toujours respecté la légitimité du vote des Françaises et des Français, et notamment de ses représentants, même s'il y a des fichesses et ce qu'on connaît. Je suis toujours étonné que ça soit des gens élus qui distribuent des brevets de respectabilité. C'est pas vous distribuer les brevets, en fait. Le cas, hein, c'est oui, mais c'est la politique à l'ancienne, à la papaque ou à la papique que les gens ne veulent plus, en fait. Quand on avait un Français sur deux qui va pas aux urnes, on a peut-être eu des augmentations de participation à 60%, mais c'est pas 100% des électeurs qui se déplacent. Et c'est ça qui doit nous inquiéter. Si ça marchait, on aurait la majorité, plus de la majorité, les 3/4 des gens qui iraient voter. C'est pas le cas. Là, ça a été le cas parce qu'il y a eu des programmes, il y a eu des camps. Moi, j'appelle pas ça des camps, moi, j'appelle ça des partis. Voilà. Et ben, je trouve que c'est quand même bizarre que des partis politiques, je vais pas parler beaucoup, hein, j'ai écouté beaucoup, qui distribuent des brevets de respectabilité. Oui, mais moi, je comprends pas. Peut-être que je suis peut-être plus neuneux que les autres, mais moi, j'ai été élevé simplement. Et en fait, quand les Françaises et les Français mettent notre parti en tête, j'estime que c'est pas à des gens qui nous aiment pas de dire, bah, on met un cordon, on met des brevets. Non, surtout que on peut aller chercher des gens. Il y a toujours des choses à redire. On va un petit moment et puis on retournera du côté de l'Assemblée nationale. On retrouvera notamment le député Rassemblement national Julien Audoul, là tout de suite après la pause. De retour pour 188 infos, on continue à parler de politique et de ce qui se passe du côté de l'Assemblée nationale. On va se rendre dans un instant, mais d'abord, effectivement, on peut peut-être revenir sur l'ambiance hier à l'Assemblée nationale. Alexandre Ouizy, dans l'optique où hier, vous auriez été un député, non pas un sénateur, est-ce que vous auriez serré la main de ce jeune député Rassemblement national ou pas, comme l'ont fait un certain nombre de membres du Front populaire? Écoutez, moi, que les choses elles soient très claires. Je pense que vous avez volontairement mis l'accent sur ce sujet. Le seul sujet qui compte, c'est en effet ce qu'est le Rassemblement national. Vous vous interrogez tout à l'heure en vous disant... Non, la question c'est est-ce qu'on peut serrer la main à quelqu'un qui est élu par le peuple? Comment se fait ça? Ne pas lui serrer la main ne l'empêchera pas d'être là. On peut se défendre les idées, on est pas bien élevé. Je vais au bout. Et pourquoi vous répondez pas à la question d'Élodie Huchard? Vous êtes 3 ou 4, je vais y répondre. J'aimerais juste pouvoir aller au bout. 3, vous avez raison. Je vous ai écouté. Mais j'avais une question à la base. Mais si vous voulez, tout à l'heure, les choses elles étaient assez simples. On disait, mais pourquoi le Rassemblement national, ce cordon sanitaire? Vous avez vu pendant déjà, nous disons depuis longtemps, et vous le savez, et ne pas leur serrer la main. Nous disons depuis longtemps les choses assez simples. Mais écoutez, chaque député fait exactement ce qu'il veut. Je comprends très bien que des gens qui prêchent l'inégalité entre les hommes, qui prêchent le fait de d'éparpiller la société française en 1000 morceaux, qui disent que telle religion, telle personne est incompatible avec la République. Oui, on n'a pas envie de leur serrer la main. Oui, on n'a pas envie. Mais c'est ce que dit ce mouvement. Donc quand vous adhérez à ce mouvement, vous adhérez à ces idées. Donc s'ils ont envie de le faire comme ça, ils le font comme ça. Voilà. Parce qu'en effet, la manière dont le Front National rejette des millions de personnes, millions, chacun fait comme il veut, d'accord? Mais la manière dont des gens rejettent des millions de personnes dans ce pays, eh bien écoutez, je comprends qu'on n'ait pas vraiment envie de leur serrer la main. Mais alors, dans le quotidien, on dit plus bonjour au cas où quelqu'un votre Rassemblement national et qu'on ne sache pas. Dans un commerce, on sait pas. En fait, on fait ce qu'on veut. En fait, personne vous force à serrer la main à qui que ce soit. Non, je ne crois pas dire bonjour. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, si vous voulez. Le sujet, c'est que là, il y a une question politique. Vous voyez bien, c'est pas une question de personne, c'est pas par rapport à ce jeune homme que personne ne connaît. Et l'intimider comme Sébastien Delogu. Ce sujet, il est politique. Et l'intimider, le traiter de fou. Lorsque, si vous voulez, on a des candidats du Rassemblement national qui ont des casquettes nazies, quand on a des candidats du Rassemblement national qui ont fait des braquages à main armée, quand on a des candidats du Rassemblement national qui sont en fait une espèce de famille Adams complètement folle, où en fait on voit des trucs sortir tous les jours. C'est pas un ou deux, c'est pas un ou deux candidats. Raphaël Arnaud, c'est pas un profil qui pose problème. Le RN peut peut-être en parler s'il veut, mais ça m'étonne que ce soit vous qui parliez de ça. Mais parce que vous êtes en train de cibler un camp qui a des profils problématiques, vous en avez aussi. Si vous voulez, on parle de 45. Si vous voulez, quand on regarde l'état des candidatures, on parle de 45 candidats du Rassemblement national, 10% de leurs candidatures dans le pays qui étaient problématiques et qu'ils ont dû retirer, où Jordan Bardella savait plus où se mettre. On a quand même un petit sujet. Voilà. Donc comprenez que ce cordon sanitaire existe. Nous, on n'a pas été élus pour mettre un bulletin de vote du Rassemblement national dans l'urne à quelque manière que ce soit. Donc on va pas le faire. Et donc moi j'espère et je sais que les députés de nos Front populaires feront tout pour que les postes de l'Assemblée nationale ne soient pas donnés aujourd'hui au Rassemblement national. On va se rendre d'abord à l'Assemblée nationale. Je vous donne évidemment la parole, mais parce que Julien Audoul nous attend, député Rassemblement national de Lyon. Bonjour. On disait justement avant la pause qu'il y avait toutes ces tractations pour empêcher le Rassemblement national d'obtenir
obtenir un certain nombre de postes à responsabilité. Est-ce que vous en savez un peu plus? Est-ce que vous savez si oui ou non, à l'issue de ce scrutin, eh bien, votre groupe, qui est le premier en nombre de députés, aura bien des postes? Bon, déjà, permettez-moi de dire que je suis choqué de ce que je viens d'entendre, de ce mépris, de ce comportement antidémocratique, d'un comportement de racaille qu'on a pu voir hier de députés de la France Insoumise qui ne respectent pas la cordialité la plus élémentaire, le savoir-être le plus élémentaire, qui refusent de serrer la main d'un jeune de 22 ans qui vient d'être élu député sous prétexte que les opinions politiques qui sont les siennes ne conviennent pas à ces gauchistes extrémistes. Je trouve ça extrêmement choquant et ça en dit long sur ce qui nous attend à l'Assemblée nationale, sur la guérilla, sur le saccage démocratique qui va être celui de la France Insoumise, qui ne respecte rien, ni les hommes, ni les femmes, ni les institutions, qui sont dans la violence et le chaos permanent. Et je le dis, avec ces gens-là, il n'y aura jamais de compromission, parce que clairement, ce sont des dangers pour la République. Voilà, le fait de ne même pas respecter des principes élémentaires de cordialité, de courtoisie, je trouve ça extrêmement grave et choquant. Mais malheureusement, on y est habitué avec l'extrême gauche depuis 2 ans. Et justement, sur les tractations précises, est-ce que on parlait quand même d'accords plus ou moins possibles avec Yaël Braun-Pivet, même si certains ont démenti? Est-ce que vous avez bon espoir que le nombre de députés que vous avez obtenus vous permette d'avoir le bon nombre de sièges? Vous êtes encore dans l'expectative de bon nombre de postes, pardon? Ou vous êtes encore dans l'expectative et dans le doute finalement? Alors nous, contrairement aux autres, nous ne sommes pas dans le marchandage. C'est pas la République des marchands de tapis. Nous, ce que nous demandons, c'est le respect de la démocratie. Rien que la démocratie, toute la démocratie, et le respect de nos 11 millions d'électeurs qui attendent que le groupe Rassemblement National, qui est le premier à l'Assemblée nationale, soit respecté et donc que nous ayons des postes à responsabilité, ce qui est tout à fait juste, normal et naturel dans une démocratie moderne et apaisée. Donc nous avions 2 vice-présidents alors que nous étions 88 députés lors de l'ancienne mandature. Nous attendons au moins la même chose. Il serait totalement anormal et antidémocratique que nous ayons moins que cela, non pas pour nous. Encore une fois, vous savez, c'est pas nous qui sommes en cause et nous n'allons pas nous battre pour des postes ou pour mettre sur une carte de visite vice-président ou questeur. Ça ne nous intéresse pas. C'est pour nos électeurs. C'est pour les Français qui nous ont fait confiance. C'est pour eux qu'on se bat et c'est pour le respect de la démocratie que visiblement nous sommes peut-être les derniers à vouloir préserver. Julien Audoul, je vais laisser répondre Alexandre Wizy, puisque j'ai quand même voulu qu'il réponde à ma question, mais vous vouliez l'interpeller. Je pense que normalement, techniquement, ça devrait fonctionner. Allez-y, monsieur le sénateur. Non, mais je voulais simplement dire à Julien Audoul que quand même, vos leçons de maintien, vous avez sorti une citoyenne française d'un conseil régional parce que vous avez essayé de la sortir parce que ça ne vous plaisait pas qu'elle porte un voile. Donc que vous permettiez de nous donner des leçons de manière de fonctionner, de républicanisme, vous devriez vous cacher, monsieur. Vous devriez vous cacher. La manière dont vous êtes exprimé, je parle même pas de vos sorties sur les agriculteurs et l'accord qu'ils devraient se payer, et si elle était Made in France ou je ne sais quoi, vous n'avez aucune leçon de cordialité à donner à qui que ce soit ici. On laisse répondre parce qu'effectivement, sinon ça va être compliqué comme un feedback. Julien Audoul. Mensonge, monsieur. Monsieur, non mais je vais... Non mais vous êtes un crachoir à mensonges, monsieur. Je n'ai pas sorti une citoyenne, comme vous dites. J'ai interpellé la présidente du conseil régional pour demander à une militante salafiste revendiquée, qui était soutenue par le CCIF, de bien vouloir respecter les principes de la République. Voilà, ces principes que vous avez bafoués pendant des années, ces principes que vous méprisez. Vous êtes, encore une fois, le porte-voix d'un communautarisme crasse. Vous êtes le porte-voix d'un islamisme. C'était pas une femme, c'était une militante islamiste. C'était une militante islamiste. Non, c'est vous qui mentez, vous le savez pertinemment. Même le président de la République avait reconnu les liens avec l'islam radical de cette militante. Alors je sais que pour vous, l'islamisme n'est pas un problème, mais c'est plutôt un projet, et c'est un projet de collaboration. Comment osez-vous? Ça, c'est certain. Mais pour nous, effectivement, nous préservons et nous défendons la laïcité. Nous défendons la laïcité, contrairement à la gauche et à l'extrême gauche. Contrairement à la gauche et à l'extrême gauche. Allez, merci Julien Audoul, parce qu'on va revenir maintenant sur ce qui nous préoccupe vraiment, l'élection des présidents, vice-présidents maintenant de commission qui aura lieu aussi demain. Joseph Tounel, c'est vrai aussi, on le disait en première heure, que
tout a été fait dans le règlement de l'Assemblée pour que même qu'il y ait une majorité absolue ou relative, il y ait quand même un équilibre, des vice-présidences qui vont à l'opposition, des présidences de commissions clés comme celle de la commission des finances qui vont à l'opposition. Le but a été pensé pour que l'Assemblée puisse fonctionner avec des contre-pouvoirs. Et finalement, en disant pas de poste au RN ou pas de poste au RN et à LFI, on est en train de priver aussi l'Assemblée de ses contre-pouvoirs. On pourrait considérer qu'on donne pas de poste à des gens qui sont dangereux pour la République, qui ne respectent pas nos institutions, qui sont des gens qui, par exemple, sont des antisémites. Oui, dans ces cas-là, il y a une ligne rouge. On peut être en total désaccord avec le Rassemblement national, mais leur reconnaître, ils l'ont montré, qu'ils respectent les institutions, et donc qu'ils ont leur place. Ça serait et qu'ils faire ont ce que été demande Gabriel Attal. aussi. Ils ont leur place au bureau, pas plus que les autres, non, mais pas moins en proportion de ce que les Français ont voté, c'est-à-dire de ces 11 millions de voix. Gabriel Attal, quand il parle d'apaiser et de rassembler, ce que je viens d'entendre là à l'instant sur ce plateau, ça va pas vers l'apaisement et le rassemblement. Le respect de l'autre, qu'on a vu hier dans l'hémicycle, le respect de l'adversaire, fût-il un adversaire politique, c'est aussi le reconnaître comme une personne, pas le diaboliser. Quand on commence à diaboliser l'adversaire, alors on rentre dans des systèmes qui sont plus du tout la démocratie, mais qui deviennent le totalitarisme. Ah, carrément, d'accord. Je voudrais qu'on se projette un peu plus loin que ce vote qui va avoir lieu aujourd'hui et encore demain sur la fameuse future coalition, d'abord à l'Assemblée. Vous, Mathieu Vallet, est-ce que vous vous dites à un moment donné, s'il y a une coalition qui réunit l'ancienne majorité présidentielle, les LR, une partie des divers droites, etc., on sait que si vous déposez, si vous votez une motion de censure, vous renverserez le gouvernement, est-ce que vous vous dites pourquoi pas essayer, ou vous dites c'est hors de question, cette coalition-là, on la renversera systématiquement? Mais nous, on est très simple, on a mis une ligne rouge, c'est que s'il y a un gouvernement avec des écologistes ou des LFI, il y aura une censure automatiquement. Ça a été clair. Enfin, ça a été clair. Bah, pas au début, mais après, ça a été clarifié. À chaque fois, on nous fait le quoi? Alors, peut-être que le secrétaire général de votre groupe avait dit l'inverse, mais je vous l'accorde que c'est pas de votre faute. On est un parti, on n'est pas à l'ère de l'URSS ou de l'ex-URSS. Il y a des gens qui s'expriment, on affine les positions, on les explique après. Ça peut arriver. Mais bon, c'est pas le sujet. Non, mais d'accord, vous venez me chercher sur ça, oui. C'est pas le sujet, donc j'essaye de vous expliquer. Ensuite, sur ce sujet-là, il n'y a pas de difficulté. Je pense que la position est claire, désormais en tout cas, si elle ne l'était pas. Ensuite, nous, on n'est pas là pour voir qui aura des postes ou des alliances. On est là pour voter des idées qui vont dans le sens de l'intérêt général. Lorsque Naïma Mouchou, puisqu'il en est question, et autant plus aujourd'hui parce qu'il me semble qu'elle est candidate sur une vice-présidence, présentée à l'époque une proposition, tout à fait, qui appartenait à la majorité, une proposition de loi sur les peines minimales, c'est-à-dire l'assurance que quand quelqu'un touche un uniforme, il aille en prison, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Encore hier soir, on a vu que la police a été ciblée. Et ben effectivement, le Rassemblement national, comme les Républicains à l'époque, comme Naïma Mouchou, ont compris qu'il fallait dépasser les clivages politiques pour aller dans un besoin de terrain exprimé par les acteurs de terrain. Et ça, où je rejoins pas le sénateur socialiste, c'est que lui, il est dogmatique et il donne des leçons de morale à tout le monde, alors que dans tous les écuries, on peut trouver à hardir des juments et des chevaux qui posent problème. Mais en tout cas, nous, ce qu'on dit, c'est que il y a l'intérêt général. Mais non, mais c'est Monsieur Attal, il a déjà fait le propos. Mais vous siégez quand même à côté de personnes qui ont brandi quand même des drapeaux étrangers à l'Assemblée nationale. Vous siégez à côté des personnes qui bordélisent le pays, l'hémicycle et la rue, notamment en instrumentalisant les morts à Gaza. Vous siégez à côté des gens qui brandissent quand même des 49.3 près d'un borne et qui la font élire en se désistant au profit de cette macronisme. Donc je dis simplement que moi, je respecte profondément votre parti, monsieur. Je suis pas d'accord avec tout ce que vous représentez, ce que vous dites, mais moi, ma mère m'a bien éduqué, donc je vous salue et je vous serrerai la main. Un LFiste, c'est pareil. Hors plateau, monsieur Iacovelli, on ne partage pas les mêmes opinions, mais il me dit bonjour, on échange, et c'est pas pour autant qu'on partage un plat et qu'on fait la fête ensemble et qu'on va à la fête foraine, faire les montagnes russes ou qu'on va au parc Astérix. Si vous voulez y aller, mais vous attendez encore 20 minutes, j'ai besoin de vous, mais allez-y. Donc nous, non, on parle avec tout le monde, on est moins secteur que vous, donc ça c'est sûr, ça vous change. Mais ce que je veux dire, non, j'ai pas de problème personnel avec vous. Demain, on va pas repartir sur les débats stériles. Écoutez, ça change de la France insoumise qui a pris. Et après, je voudrais qu'on entende Xavier Iacovelli. Non, mais c'est exactement la question qui vous était posée. Il n'y a pas de piège. On vous dit simplement, on peut pas. J'ai expliqué le sens politique de ce qui a été fait. Oui, mais on n'est pas obligé de revenir 15 fois sur ce qui a été. Vous regardez. Oui, mais c'est pour ça. Il regarde son téléphone portable depuis tout à l'heure pour trouver des sujets comme un monsieur Oudoul. Voilà. Bon, après, moi, c'est pas mon délire de faire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, vous cherchez des petites noises. C'est normal. Les
Mathieu Vallet termine, je ne peux pas y arriver là. Parce que je veux dire, c'est le moment des vacances. Mais j'ai pas obligé à venir. Nous prêtez pas des choses. Messieurs, on n'entend strictement rien. C'est incroyable. On n'entend pas quand vous parlez en même temps. C'est assez mécanique. C'est pour ça que j'essaie de vous dire de continuer. On laisse continuer Mathieu Vallet. Il a levé la main, il a la parole. On va passer à ce genre d'organisation. Vous vous rendez compte, le truc, il a pris son portable. Non, s'il vous plaît. Où on en est. Justement, on donne pas d'importance à ce genre. L'intérieur pour regarder ce qu'on fait sur le téléphone. C'est rassurant. Allez, Xavier Iacovelli. Non, mais j'ai pas fini. J'ai pas fini. Oui. Non, mais c'est pas parce qu'il parle plus fort que les autres qu'il va avoir la parole. Il y a les oh, pardon, monsieur Iacovelli, j'ai pas monopolisé. Bon, s'il vous plaît, Mathieu Vallet, en un mot, vous terminez et on passe à autre chose. Merci beaucoup. Reçu, chef. Mais ce que je veux dire, c'est que les LFistes déteignent sur vous, monsieur. Vous êtes d'habitude très respectueux et très dans le débat, et visiblement, vous êtes dans l'invective, dans l'insulte politique, donc c'est pas correct. J'ai dit ce que je veux encore. Donc, je termine juste sur ça. Donc, nous, les propositions qui sont... C'est bon, on arrête le sketch. S'il vous plaît. Donc, les positions qui vont dans l'intérêt du pays... Oui. Ça, je reviens de Strasbourg. Les positions qui vont dans l'intérêt du pays, nous les voterons. Et les alliances qui se font entre les uns et les autres, c'est pas du tout notre mentalité. On l'a montré jusqu'à présent. On ne prend pas à défaut sur ça. C'est tout ce que je veux dire. Xavier Iacovelli, le fait que la gauche tarde à proposer un nouveau Premier ministre, s'enfonce un petit peu dans toute leur polémique. Est-ce que c'est une chance aussi pour vous, du coup, et pour les Républicains, d'avoir un peu plus de temps pour vous entendre juste après l'élection, quand le nouveau Front populaire était déjà dans son cénacle en train de réfléchir, les discussions n'avaient pas commencé. Finalement, la situation politique commence à être meilleure pour vous qu'il y a 2 semaines. On savait très bien qu'en sortant avec une Assemblée nationale qui est séparée en 3, ça serait difficile de toute façon de trouver une majorité tout de suite. Donc quand le président de la République dit au lendemain ou au surlendemain d'élection, il faut laisser du temps aux partis politiques pour s'organiser et faire en sorte que des coalitions qui puissent au moins avoir une majorité relative puissent s'organiser, c'était dans ce sens-là. On voit bien aujourd'hui que le nouveau Front populaire a du mal à trouver un nom. Alors vous voyez, généralement trouver un nom, c'est souvent le plus facile. Alors imaginez-vous quand il y aura des arbitrages à faire entre différents ministres, ce que ça pourrait donner. Ou sur le fond. Ou sur le fond, mais quand on fait des arbitrages, c'est souvent sur le fond, c'est pas souvent sur la forme. Donc moi je pense qu'il y a une difficulté, et en fait on voit bien qu'à la fois Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon se rejoignent sur cette position-là. Et je ne parle pas des autres membres du Front populaire, mais Jean-Luc Mélenchon n'a pas envie de gouverner. Parce que la seule ambition de Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, c'est l'élection présidentielle. Et donc, ils ne veulent pas assumer des responsabilités pendant 2 ans et demi, 3 ans. Ils n'ont pas totalement intérêt non plus, honnêtement. Ils n'ont pas intérêt électoralement parce que, effectivement, on a une responsabilité, c'est de faire en sorte que dans 70 jours, on puisse voter un budget pour la nation, pour faire en sorte que les pensions de retraite soient versées, que les services publics puissent fonctionner, pour qu'on puisse adapter aussi les salaires par rapport à l'inflation. Tout ça, ce sont des mesures qui sont importantes en termes de pouvoir d'achat, en termes de sécurité. On a besoin d'un certain nombre de mesures. On a le budget de la nation qui est voté dans 70 jours et on a besoin d'un gouvernement. Et donc, effectivement, et Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon n'ont pas... Mais je vous écoute religieusement, c'est un débat. Et Marine Le Pen n'ont aucun intérêt à vouloir gouverner. On a présenté Jordan Bardella comme candidat. Ils ne souhaitent pas gouverner. Uniquement en cas de majorité absolue. Bien sûr, mais on avait été clair. Déjà, je ne peux pas laisser me dire monsieur Iacovelli. Mais il va terminer quand même son propos parce que comme vous... Je pense que... C'est très insupportable quand on écoute. Juste, moi je voudrais revenir quand même sur la question du serrage de main. Moi, je combats, depuis mon premier engagement le 21 avril 2002, je combats le Front National, les lepénistes et tout ce qu'ils représentent. Je crois qu'on avait compris. Cependant, j'estime que là, ce n'était pas le Rassemblement national qui représentait, c'était l'institution. C'était un député élu démocratiquement et qui représentait des Français de sa circonscription. Et en plus, il représentait l'institution puisqu'il était secrétaire de séance en tant que Benjamin de l'Assemblée. Et donc, à ce titre, au moins avoir un salut. Alors, est-ce que c'est serrer la main? Est-ce que c'est saluer de la tête? Peu importe. Mais au moins, on salue l'institution. Moi, je pars pas en vacances avec les gens du Rassemblement national, mais j'estime que quand ils représentent l'institution, à l'intérieur de l'hémicycle, on respecte en fait l'institution. Donc moi, je n'aurais pas fait ces comportements. Le seul truc qui est peut-être un peu drôle, c'est le LFI qui a fait Shifumi. Pierre Fay-Ciseaux. Oui, alors est-ce que c'est à la hauteur du moment? On n'est pas sûr. C'était pas à la hauteur du moment, mais c'est mieux que l'intimidation de Sébastien Delogu. C'était en tout cas moins problématique que effectivement Delogu qui menace et qui met quasiment. Shifumi, vous trouvez ça marrant? Ouais, c'est marrant. C'est l'Assemblée nationale, c'est marrant. Non mais au point où on en est, disons que c'est moins pire. C'est comme on dit. Pas à la hauteur de l'événement. Mais je veux dire, c'est moins problématique que la menace physique de... bien sûr. Alexandre Wizy, justement, toujours sur la gauche, on a vu un certain nombre de voix, comme par exemple Sandrine Rousseau, qui commence à trouver ça un peu gênant, voire déplorable. Elle le dit que le nouveau Front populaire mette autant de temps à s'entendre. On sent qu'il y en a un certain nombre que ça commence à fatiguer parce qu'effectivement, ils ont envie d'appliquer sans doute votre programme. Est-ce que vous faites partie de ceux qui se disent, justement, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, on a un programme,
l'incarnation maintenant elle devrait être facile à trouver. Vous n'allez pas pouvoir discuter pendant 6 mois. Il faut qu'on trouve un nom. Vous avez raison. Il faut qu'on trouve une solution. Ça, je suis d'accord avec vous et je pense que chacun le sait et que dans les prochains jours, une solution sera trouvée. Moi, j'aimerais quand même revenir sur ce qui est en train de se passer parce que j'ai l'impression qu'on le mesure mal. On fait comme si les élections n'avaient pas eu lieu, comme s'il n'y avait pas eu d'élections européennes, comme s'il n'y avait pas eu de premier, comme s'il n'y avait pas eu de second tour. On risque quand même de se retrouver au chemin dans le sens dans lequel les choses vont, avec une présidente de l'Assemblée nationale issue de la majorité présidentielle et peut-être demain un Premier ministre qui est lui aussi issu de la majorité présidentielle. Donc on se retrouve dans une situation où ils ont perdu toutes les élections, où le président de la République a quand même demandé aux Français, c'est-à-dire qu'il a fait un acte politique, il a été devant les Français, il leur a demandé qu'est-ce que vous en pensez, où est-ce que vous en êtes. Ils ont répondu et à la fin, en fait, c'est la coalition des derniers et des refoulés. Bah, c'est quand même un peu étrange. Et c'est un peu d'ailleurs les mêmes coalitions qu'on avait au début de 2022. Début 2022, on disait déjà. Coalitions de fait. Oui, mais on disait LR et majorité étaient déjà ce qui s'entendaient. Par ailleurs, vous avez raison. Que ne l'a-t-il fait avant?